Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la foire du livre de Brive. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, bienvenue dans cet espace Corrèze Télévision. L'émission est en direct sur Corrèze TV sur YouTube et France Bleu. Alors il nous reste, c'est bientôt la fin de ce festival, mais il nous reste encore de belles rencontres avant la clôture du festival. J'ai la chance, moi, d'avoir à mes côtés trois auteurs au profil assez varié. J'ai autour de moi un dramaturge qui a tout de même plusieurs romans à son actif, Antoine Rôle, qui est juste à ma gauche. Bonsoir Antoine. Bonsoir. On va parler avec vous de votre dernier roman, La danse des vivants, chez Albin Michel. On retrouve dans ce roman un personnage, Charles, qui se réveille amnésique dans un hôpital militaire en 1918, vraiment à la fin de la Première Guerre mondiale. Il va vite devenir un pantin, une marionnette des services secrets, d'abord français puis allemand, je ne vais pas en dire trop. On va en parler ensemble. On va parler justement de l'actualité de vos romans, en quoi ils interrogent notre actualité. Antoine Rôle, on suit dans votre roman un personnage amnésique, on va revenir un peu plus tard sur son amnésie. Mais pourquoi avoir voulu le placer dans ce contexte de la fin de la Première Guerre mondiale? C'est cette période-là qui vous intéressait particulièrement? Oui, c'est une période qui m'intéressait particulièrement parce que je trouve qu'elle est un peu comme un miroir du temps présent. Il me semble que la Première Guerre mondiale, c'est le moment où on passe finalement au XXe siècle. Stefan Zweig disait le monde d'hier pour parler de celui de juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai, c'est le moment où tout bascule. Et on sort de cette guerre plus bouleversé encore que pendant la guerre. Les peuples sont à la recherche de leurs identités. Les nationalismes sont très forts. Donc c'est une source de déchirement. Et en fait, on ne fait pas une juste paix. En dépit de tous les efforts, le traité de Versailles est perçu par les Allemands comme quelque chose d'insoutenable. Et donc, au fond, on sort de la guerre dans un contexte où les peuples sont prêts finalement à se retrouver encore face à face. Les Français considèrent systématiquement, avec Clémenceau, que les Allemands sont nécessairement tous belliqueux. Alors qu'il y avait une jeune génération qui a fait la République de Weimar, qui étaient certains des juristes, qui étaient des pacifistes pour certains, qui étaient des sociodémocrates. Et ces gens-là voulaient créer un nouveau régime politique, une démocratie, c'est-à-dire y couper avec l'Allemagne, le Reich de Guillaume II. Mais simplement, on ne leur a pas fait confiance. Et du côté allemand, les Allemands sont absolument persuadés, dans l'immense majorité, et évidemment d'abord l'armée, qu'ils n'ont pas perdu la Première Guerre mondiale. Donc leur idée, c'est de prendre une revanche. Donc toutes les conditions sont là pour qu'on bascule dans la guerre suivante qui va venir 20 ans plus tard. Le maréchal Foch a dit on vient de signer un armistice pour 20 ans. Il avait vu juste, hélas. Voilà. Donc je trouve que cette période bouleversée était une période très intéressante. Le juste après-guerre est un peu moins connu. C'est aussi pour des raisons strictement romanesques que j'ai été vers cette période-là, parce que c'est vrai que les amnésiques de guerre, qui ont inspiré d'ailleurs des écrivains dans la littérature de l'époque, bien avant moi, comme Giraudoux ou Jean Anouilh, on a été très frappés à l'époque par tous ces gens qui ont été des traumatisés psychiques de la guerre, et notamment ceux qui avaient perdu la mémoire. Il y a pas mal de cas célèbres, il y a des historiens qui s'y sont d'ailleurs dans la période récente intéressés, comme Jean-Yves Le Naour par exemple. Voilà, donc je trouve que ça, cette dimension de l'homme sans mémoire, évidemment, est un sujet romanesque, parce que l'homme sans mémoire, c'est un homme complètement seul. C'est un homme donc un homme avec lequel on est facilement en empathie aussi, puisque au fond, il est en quête de lui-même, il est en quête d'amour, de retrouver ceux qui l'ont aimé. Donc voilà, ça c'était la dimension romanesque aussi qui m'inspirait. Cette amnésie, c'est aussi celle de nos sociétés qui oublient peut-être ces événements, ces enseignements. Est-ce que il y a une question de bas qui revient souvent, c'est est-ce que l'histoire se répète? Alors je ne vais pas vous poser la question exactement dans ce sens, mais est-ce que vous aviez la volonté, en parlant du passé, de parler du présent? Vous l'avez un peu évoqué, Romain. Alors il y a une phrase par exemple que vous citez de Faulkner: le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. Oui, je le pense profondément. Hélas, on voit bien que le traité de Versailles a des conséquences sur tout le XXe siècle, en tout cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et aussi même après, puisqu'on en tire les leçons en créant une ONU qui est un peu moins mauvaise que la Société des Nations, et un embryon de droit international qu'on développe jusqu'à la fin du XXe siècle. Il me semble qu'aujourd'hui, on entre dans le XXIe siècle. On est de nouveau dans une période de troubles et de bouleversements et d'angoisse qui se traduit un peu partout en Europe par une remontée des mouvements nationalistes, des populismes, avec une volonté peut-être, par peur de ce que représente ce monde incertain, par peur de l'avenir, de se retrouver une identité. C'est cette question de l'identité. Et donc, au fond, on a tendance à simplifier.
on a tendance à vouloir simplifier, les politiques le font parfois par démagogie, c'est-à-dire il y a les bons et les méchants, et finalement on retombe dans un monde assez manichéen, comme on a pu l'être dans cette période des années 20 aussi. Et le roman vous permet peut-être justement de dépasser ces manichéismes qu'ont les hommes politiques? Ça, je sais pas. Je sais pas. Moi, en fait, en créant un personnage d'amnésique, en fait, l'idée, c'est qu'au fond, c'est un peu un Candide, ce garçon, puisque ayant perdu sa mémoire, il a aussi perdu tout ce qu'il a formé. Et il n'est plus de sa naissance, de sa culture, de son éducation. Il est donc d'une certaine façon libéré des préjugés que les autres avaient. Et donc il va traverser la France, l'Allemagne, l'Europe, finalement, en regardant chaque être qu'il va rencontrer comme un semblable, comme un humain, avant de le considérer comme français, allemand, anglais, russe, etc. Et donc ça, je trouvais que c'était évidemment une façon pour moi, par le biais du roman, de plaider pour ce qui m'est cher, c'est-à-dire une forme d'humanisme. Alors je change un tout petit peu de sujet. Vous avez tous les trois écrit sur des périodes assez éloignées, même avec toute la documentation possible. Comment retrouver l'ambiance, être plus près de ce qui s'est passé? Je vous pose peut-être la question, parce que je sais que vous avez pris des sources de journaux de l'époque pour construire cette ambiance. Oui, de toute façon, même si on écrit un roman contemporain, aujourd'hui, mon roman précédent, c'était un voyage d'un personnage qui partait de La Rochelle pour aller à Los Angeles en bateau, en n'ayant jamais fait de bateau avant. Et donc, il suffit de regarder Internet et c'est une mine extraordinaire d'images, de récits, de blogs, etc. Pour l'histoire, c'est vrai que je trouve qu'il faut raconter, quand on écrit un roman, l'histoire au temps présent. C'est-à-dire, il faut essayer de se remettre. L'histoire n'est pas déjà écrite, il faut essayer de se mettre dans la peau des personnages tels qu'ils pouvaient ressentir et penser à leur époque, à l'époque. Donc le mieux, évidemment, c'est de lire des lettres, c'est de lire des journaux intimes, c'est de lire les articles de journaux de l'époque. Pour la période qui m'intéressait, c'est très facile, puisque sur le site, par exemple, de Gallica, la totalité des très nombreux journaux quotidiens français sont numérisés. Donc c'est une manne extraordinaire de documentation. Et puis après, il y a également aussi la littérature de l'époque. C'est vrai que moi j'ai lu, par exemple, pour ce roman, mais même d'avant, puisque ça fait partie des auteurs que j'adore, donc les grands romanciers allemands, Erich Maria Remarque, Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin, etc. Voilà, Hans Fallada, tous les grands écrivains allemands de l'entre-deux-guerres, et évidemment qui donnent la couleur, qui donnent la dimension romanesque et humaine. Voilà, il faut faire sentir comment c'était, il faut décrire le Berlin de l'époque, par exemple. Moi, mon roman se passe en partie dans la Baltique, qui est une guerre en grande partie un peu ignorée, qui se passe entre 1918 et 1920, et qui met aux prises à la fois les Allemands, les nationalistes lettons, estoniens, et également les Russes, à la fois les Russes blancs, tsaristes, qui essayent de remettre l'empire russe en place, et l'armée rouge, la jeune armée rouge, donc commandée par Trotsky. Voilà, donc pour décrire tout ça, il y a par exemple, j'ai puisé aussi dans Ernst von Salomon, un roman qui s'appelle Les Réprouvés, qui est en fait totalement autobiographique, puisqu'il s'est engagé dans ce qu'on appelait les Freikorps, les corps francs. Alors c'est très important je trouve de toute façon que une des clés du roman, c'est de donner à voir. Il faut tout de suite il faut caractériser, il faut qu'on visualise où on est, enfin il faut qu'on sente. En fait, il faut omettre aucun détail d'une certaine façon si on veut d'abord pour soi-même trouver que l'histoire est intéressante, et donc si on l'aime, sa propre histoire, on a peut-être une chance que les autres, les lecteurs, l'aiment à leur tour. Voilà, il faut être très, très précis dans la description. Antoine, vous êtes dramaturge. Vous avez choisi la forme du roman pour cette histoire. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à travers un roman. Pourquoi avoir choisi ce médium, ce médi? Oui, bien sûr. Pour moi, la forme et le fond sont totalement liés. Le théâtre, c'est le lieu du langage, c'est le lieu du dialogue, c'est le lieu du débat, d'une certaine façon. Je pense que la scène est relativement intellectuelle. Et c'est aussi le lieu du rire, parce que le rire est très communicatif, et donc dans une salle, finalement, on rit à plusieurs. Le roman, pour moi, c'est beaucoup plus... Enfin, maintenant, ça devient la forme d'expression qui m'intéresse, qui me passionne le plus, à laquelle j'ai envie de consacrer le plus de temps, parce que c'est une multiplicité d'écritures possibles. C'est-à-dire que, évidemment, dans un roman, on peut tout s'offrir. On peut écrire un péplum gigantesque, on peut voyager à travers toute la Terre, on peut avoir 1000 personnages.
Et c'est aussi le lieu où on peut être le plus intime, puisqu'on fait entendre la voix intérieure, la pensée des personnages. On plonge au cœur vraiment de l'intimité de chacun. Donc c'est ça qui est absolument passionnant dans l'écriture romanesque. Eh bien, merci à tous. Vous êtes présents encore sur vos stands pour dédicacer vos ouvrages. Merci beaucoup. Antoine Rau, donc La danse des vivants chez Albin Michel. Niels Labuzan, qui a publié chez J.C. Lattès Cartographie de l'oubli. Et Romain Slocombe, donc c'est l'affaire Léon Sardorski, publiée chez La Bête Noire. Merci. C'est Robert Laffont. Merci. Merci.